Nouvel épisode Thread d'horreur les amis, avec au programme 5 histoires inédites qui vont vous aider à bien dormir. Ou pas. En tout cas, on part sans plus attendre avec la première histoire d'horreur de cette vidéo et je vous reprends juste après pour vous dire 2 mots. Pour cette histoire, on va parler de Thomas, un jeune photographe saisonnier de 29 ans. Et quand il dit saisonnier, c'est qu'il ne vit pas encore de son métier de photographe. En réalité, il profite souvent des périodes de Noël pour obtenir des petits contrats afin de mettre du beurre dans les épinards. Donc, comme chaque hiver récemment, il est embauché par un centre commercial pour photographier les enfants avec le Père Noël. Thomas, ça fait donc plusieurs années qu'il fait ça là-bas maintenant et c'est un vrai plaisir pour lui. Le décor est magique, les lumières scintillent, l'ambiance est super bonne, donc c'est trop cool. Vous l'aurez compris, Thomas adore ce job. Voir la joie des enfants lorsqu'ils s'assoient sur les genoux du Père Noël, ça a quelque chose de gratifiant pour lui. Il est toujours fier de donner aux parents les photos de leur enfant et la joie que ça procure. Ah, et j'ai oublié de vous parler du Père Noël. Thomas explique que c'est un homme chaleureux, très joyeux et surtout très professionnel. Ah, et désolé pour ceux qui croyaient encore au Père Noël, désolé, il n'existe pas. Du coup, pour résumer, le Père Noël incarne parfaitement la magie de Noël. Tout semble parfait, enfin pour le moment. On va faire un petit bond dans le temps avec Thomas. On est une semaine après le début des festivités. Thomas remarque un changement étrange. Et en effet, le Père Noël, si joyeux et accueillant, devient soudainement bien différent. Et du coup, du jour au lendemain, son comportement change. Le Père Noël parle beaucoup moins, ses réponses sont brèves et assez froides avec les enfants. Ses gestes, avant qui étaient naturels et doux, deviennent désormais plus mécaniques, comme s'il jouait son rôle sans aucune émotion. Et au début, Thomas pense que c'est la fatigue. Après tout, passer des jours et des heures avec des enfants surexcités, c'est épuisant. Et clairement, c'est vrai. Mais quelque chose le dérange quand même, car le comportement du Père Noël, il a un impact direct sur les enfants. Et c'est vrai, les enfants qui d'habitude souriaient, maintenant ils pleurent rien qu'à l'idée de s'approcher du Père Noël. Il y a vraiment une sorte de rejet. Certains refusent du coup même de s'asseoir sur les genoux du Père Noël. Alors la réaction des parents, c'est de s'excuser auprès du Père Noël en disant que c'est soit leur enfant n'est pas d'humeur, soit il est fatigué et qu'ils feront du coup une photo la prochaine fois. Mais bon, en tout cas, ils s'excusent, entre guillemets, d'offenser un peu le rôle du Père Noël parce qu'ils voient qu'il n'y a pas d'enfant qui arrive. Mais bon voilà, Thomas, lui, il est toute la journée au centre commercial et il trouve ce changement trop soudain pour être anodin. Les journées passent donc et d'autres événements un peu troublants vont se produire. En effet, plusieurs vols sont signalés dans le centre commercial. Mais pour ça, Thomas nous rassure et explique que chaque année, les fêtes de Noël attirent beaucoup de monde dans les centres commerciaux et que du coup, le nombre de vols augmente considérablement. Et puis un soir, après une longue journée, Thomas réalise qu'il a oublié son chargeur près du stand photo au centre commercial. Il retourne discrètement dans la galerie, persuadé qu'il sera seul. Et c'est vrai, il est tard donc normalement personne, les magasins viennent tous de fermer. Mais alors qu'il s'approche du stand, il aperçoit une silhouette imposante près du trône du Père Noël. Thomas raconte que les lumières des décorations rendent la scène très étrange à ce moment-là. On est loin de la magie de Noël. C'est un peu comme s'il était dans un endroit magnifique, mais que l'ambiance était vraiment tout autre. Il voit donc une silhouette près du trône du Père Noël, puis en un instant, celle-ci va disparaître derrière les décors. Thomas ne sait pas si cette silhouette l'a vu, mais une chose est sûre, Thomas prend son chargeur et se casse directement. À ce moment-là, Thomas essaye tant bien que mal de rationaliser. Il se dit que c'est peut-être un employé tardif ou un agent de sécurité tout simplement, et c'est logique. Mais au fond de lui, un mauvais pressentiment commence à s'installer. Thomas explique que l'ambiance au travail devient moins sympa au fil des jours, et on est à peu près à 10 jours depuis le commencement. Et ça fait donc 2-3 jours que l'ambiance a radicalement changé. Et c'est au bout du 14e jour que tout va basculer. En effet, en fin de journée, alors que les familles défilent devant le stand, Thomas explique que le Père Noël demande à prendre une pause. Bon, Thomas voit donc le Père Noël partir avec une armée d'enfants autour de lui, en train de crier au Père Noël pour qu'il revienne. Et pour vous décrire un peu la scène, le Père Noël est donc entouré d'une dizaine d'enfants et rejoint une porte donnant accès à des bureaux qui sont ouverts uniquement au personnel. Les enfants sont alors tous devant la porte en train de scander le nom du Père Noël. Petit à petit, les enfants reviennent voir leurs parents et comprennent que c'est mort. Le Père Noël ne reviendra pas tout de suite. Enfin, j'ai dit tous? Non, sauf un. Oui, il y a une famille qui remarque que leur petite fille n'est plus là, alors qu'elle était bien dans la foule quelques secondes auparavant. La sécurité est immédiatement alertée, bien évidemment, et tout le monde se précipite pour fouiller les alentours. On regarde autour des sapins, rien. Dans les boutiques aux alentours, toujours rien. Jusqu'à ce qu'on entend un cri strident dans tout le centre commercial. Un cri strident qui a même glacé le sang de Thomas. Thomas, la sécurité et surtout la famille de cet enfant disparu remarquent que les bruits viennent du local où quelques minutes plus tôt, le Père Noël a été prendre sa pause. Ils vont alors ouvrir la porte et retrouver la petite fille, tétanisée mais heureusement saine et sauve. On l'a retrouvée par terre, assise, à répéter sans cesse « Le Père Noël m'a dit de venir, mais il m'a fait très peur ».
Au même moment, on réalise que le Père Noël a disparu. Son costume est retrouvé abandonné quelques mètres plus loin dans le local. Thomas étant sorti du local pour laisser la sécurité et la famille ensemble, lui il va scruter les moindres recoins du centre commercial. Et devinez quoi? Une silhouette d'un homme va attirer son attention. Cette silhouette lui dit quelque chose, mais il ne sait plus vraiment d'où. La silhouette de l'homme s'en va et puis c'en est terminé pour cette journée. Mais c'est pas fini. Le soir même, la police arrive sur place pour inspecter le stand et interroger le personnel. Mais l'enquête stagne. Ils sont persuadés que le Père Noël a fait ça et vont donc le chercher partout. Sauf qu'il n'est plus au centre commercial, il n'est pas chez lui ni quoi que ce soit. Et c'est étrange car le Père Noël était un employé du centre commercial. Ils ont toutes les infos pour l'arrêter. Où est-ce qu'il habite, son âge, tout ça. Mais impossible de remettre la main dessus. Le soir même, Thomas, encore sous le choc, décide de revoir les clichés qu'il a pris ces derniers jours, depuis qu'il est au centre commercial. Et effectivement, peut-être qu'un détail lui aurait échappé. Et là, il tombe sur quelque chose d'étrange, mais genre de vraiment étrange, qui va l'amener à pousser sa réflexion jusqu'au bout. Sur les photos des premiers jours, le Père Noël semble effectivement parfait. Ça, on en a parlé au début de l'histoire. Rien à signaler. Et ça correspond au moment où l'ambiance du coup était super bonne. Mais sur les clichés récents des 2-3 derniers jours, un tatouage apparaît discrètement sur la main du Père Noël. Un détail qui colle pas, car Thomas il est sûr et certain qu'il n'était pas là avant. En tout cas, il l'aurait vu. Et plus troublant encore, en zoomant sur certaines photos, Thomas remarque que la couleur des yeux du Père Noël a aussi changé. Au début, le Père Noël avait les yeux verts, puis du jour au lendemain, ils sont devenus marrons. Il va alors comparer le avant-après, et effectivement pour lui, il n'y a aucun doute. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Thomas fonce donc au commissariat de police pour montrer ses découvertes. Je note qu'il est tout de même 8h du soir et que le centre commercial ferme dans 1 heure. Mais ni une ni deux. La situation étant très urgente, il décide de fouiller chaque recoin du centre commercial, malgré les quelques clients encore présents. Ils explorent les étages, les coulisses, jusqu'à ce qu'ils descendent dans les sous-sols. Et là, ils découvrent une scène effroyable. Le véritable Père Noël, ligoté, affaibli et assoiffé. Il est retenu ici depuis 2-3 jours, incapable d'alerter qui que ce soit. La conclusion est claire. Un imposteur a pris sa place et s'est servi de son rôle pour s'approcher des enfants. Mais la question demeure encore et toujours. Qui est cet homme et pourquoi a-t-il voulu enlever cette petite fille? La police ouvre alors une enquête, mais l'imposteur reste introuvable. Et pourtant, il y a des signes distinctifs, comme le tatouage, les yeux marrons, mais effectivement, ça reste trop juste. Bref, grâce aux indices obtenus par les clichés de Thomas, le véritable Père Noël a été sauvé. Et rappelons-le, l'enfant est sain et sauf. Mais une chose hante encore l'esprit de Thomas, c'est est-ce que la silhouette qu'il a vue un soir en allant chercher ses affaires au stand était la même que celle qu'il a vue juste après la disparition de l'enfant? Eh bien les amis, je peux vous dire que je suis pas peu fier de cette histoire que je trouve parfaite. Mais bon, maintenant petite pause, avant de démarrer la seconde histoire pour parler un petit peu de vous à moi. Et je vais faire comme avant, en vous posant une petite question pour faire plus ample connaissance dans les commentaires. Et franchement, c'est quelque chose que j'aimais bien et je veux remettre en place sur la chaîne. Et ma question du jour, c'est quel est votre plus grand rêve dans la vie? Alors je pense déjà avoir posé cette question, mais moi je suis du genre à faire évoluer mes rêves régulièrement, donc je pense que ça doit être pareil pour vous. En attendant, moi l'un de mes plus grands rêves, c'est de quitter la France pour vivre à l'étranger, pour changer d'air, et surtout que mon fils puisse apprendre à parler couramment anglais ou espagnol. Alors je sais pas pourquoi, mais les langues pour moi c'est genre trop important. Bon désolé s'il y a des fans de mathématiques dans ma communauté, mais je préfère 1000 fois que mon fils parle anglais ou espagnol couramment, plutôt qu'il sache faire les racines de dérivées, de f de x, ou je sais plus quoi. Bref, vous me dites en commentaire, en attendant on enchaîne avec la seconde histoire. Bon, après avoir parlé de Père Noël, on va désormais parler de pâtisserie. Alors oui je sais, rien à voir. Et cette histoire que je vais vous raconter a été vécue par Suzanne. Suzanne c'est donc une jeune pâtissière de 26 ans. Et oui, en dessous de 30 ans, on est jeune, voire même très jeune. Étant donné qu'elle travaille depuis quelques années dans une boulangerie, Suzanne décide qu'il est temps pour elle de couper le cordon. En clair, elle va partir du cocon familial pour s'installer dans un appartement. Son appartement. Elle explique qu'elle est célibataire et que d'habiter chez ses parents, c'est jamais très cool quand elle rencontre quelqu'un. Du coup, dans sa logique, prendre un appartement sera bénéfique pour elle quand elle trouvera un bon petit copain. Ok. Bref, elle parcourt le bon coin tous les jours jusqu'à trouver une petite pépite. Un petit appartement comme il lui faut à un prix abordable. Oui, Suzanne explique qu'elle est pâtissière et qu'elle ne roule pas sur l'or, donc elle fait très attention à son budget. Suzanne se rend donc pour une première visite, elle fait face à un immeuble qui fait 3 étages et qui doit probablement contenir une vingtaine d'appartements. Le bâtiment est un peu vieillot, mais encore une fois, elle sait qu'elle n'a pas un budget illimité, donc si l'appartement est chouette, elle le prendra. Suzanne rencontre donc le propriétaire, un homme d'une 40aine d'années, très souriant et très sympathique. Il se montre très accommodant et accepte assez rapidement, sans dossier et sans trop de vérification. Alors Suzanne, elle visite tout de même l'appartement et trouve que ça lui irait parfaitement. Son appartement est situé au 2e étage, dans un long couloir, avec 6 ou 7 appartements voisins. Bon, très bien pour Suzanne, qui va emménager et vivre sa meilleure vie.
Enfin, attendez, j'ai oublié un petit détail important. À la fin de la visite, le propriétaire va expliquer que c'était son appartement et que le temps qu'il change l'adresse, etc., il est possible que Suzanne va recevoir possiblement des colis à son nom, au nom du propriétaire. Il explique que ce sera ses colis et que Suzanne doit juste les mettre de côté et qu'il viendra les chercher en temps voulu. Et là, Suzanne se dit que c'est pas grand chose, donc elle accepte sans problème. Elle va donc procéder à son déménagement. Ses parents et quelques amis à elle sont là pour l'aider. Suzanne explique que tout va idéalement se passer la première semaine et qu'elle va kiffer son indépendance. Enfin, pas très longtemps. Car oui, assez rapidement, Suzanne reçoit des colis au nom du propriétaire. Bon, ça va, elle a été prévenue, vous allez me dire. Il y a 1 colis, 2 colis, 3 colis. Bon, vous l'aurez compris, la pile de colis est de plus en plus grande et malgré les messages de Suzanne au proprio, il ne vient pas les chercher. Alors au fil des jours, les colis s'accumulent donc et à force de passer devant pour Suzanne, leur contenu devient une obsession pour elle. Elle se demande ce qu'ils contiennent et pourquoi le propriétaire a autant insisté pour qu'elle n'y touche pas. Malgré le fait que ce soit pas ses affaires, ça fait désormais 2 semaines que la pile de colis est là et qu'elle n'a pas de nouvelles de son propriétaire. Un soir, alors que Suzanne est seule dans son appartement, la curiosité finit par prendre le dessus. Elle ouvre l'un des colis, le plus petit, et à l'intérieur, un pèse-personne. Alors rien de très alarmant, et elle-même du coup rassurée, elle décide de pas en ouvrir d'autres. Je remets dans le contexte, ça fait maintenant 2 semaines que les colis s'entassent chez Suzanne, et même si elle a entrouvert un paquet contenant une sorte de pèse-personne, ça commence à la saouler. Bah oui, ça prend de la place tout ça. Et ça s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, un colis beaucoup plus lourd et volumineux attire son attention. Des doutes reviennent donc alors dans l'esprit de Suzanne, qui va également l'ouvrir. En fait, dans sa tête, elle commence à douter car le propriétaire ne répond pas depuis plusieurs semaines, alors qu'il y a une dizaine de colis chez elle. Incapable de résister, elle décide d'ouvrir également ce dernier colis. Et à sa grande stupeur, elle découvre des sachets remplis d'une poudre blanche, des outils de mesure et un bidon non étiqueté. Suzanne, elle est sous le choc. Elle comprend que ce qu'elle garde chez elle, c'est en fait des substances et des matériaux illégaux. Elle comprend alors mieux pourquoi le proprio ne voulait absolument pas qu'elle touche ses colis. Et indirectement, elle comprend aussi pourquoi son loyer était si abordable finalement. À cet instant, la question que se pose Suzanne, c'est qu'est-ce que je fais maintenant? Et si quelqu'un découvrait ces colis chez moi? Bah oui, si une personne découvre qu'elle stocke chez elle des colis liés à des substances illégales, alors elle pourrait risquer gros. Mais elle est de loin s'imaginer ce qui va se passer ensuite. Quelques jours plus tard, elle remarque une camionnette noire garée en bas de son domicile. 2 hommes semblent observer discrètement les allées et venues devant son appartement, son immeuble. Terrifiée, Suzanne décide de cesser d'ouvrir les colis et de les ignorer tout simplement. Et pour elle, à ce moment-là, elle est en pleine crise de parano. Elle est un peu dans le déni. Elle s'attarde sur les moindres petits détails malgré tout de la vie et commence à avoir peur de tout. Sauf que les livraisons s'intensifient. Et chaque jour, de nouveaux paquets arrivent, certains si volumineux qu'ils occupent maintenant une grande partie du salon de Suzanne. Et tout ça va rapidement basculer lorsqu'en pleine nuit, elle est persuadée d'entendre des bruits à la porte de son appartement. Et ça lui fait peur même s'il se passe rien. Se sentant en danger, Suzanne va choisir alors de quitter son logement à la première heure le lendemain matin. Pour elle, ça y est, c'est trop. Elle décide de retourner chez ses parents, à qui elle va tout expliquer. Les colis stockés chez elle, le contenu des colis, la camionnette grise-noire devant son immeuble, bref, elle raconte tout. Et encore une fois, Suzanne explique qu'elle a beau tenter d'appeler son proprio, elle n'a aucune réponse. Quelques jours après, elle va aller avec son père chercher le reste de ses affaires pour partir définitivement de l'appartement. Sauf qu'en arrivant à son appartement, Suzanne et son père vont alors voir 2 inconnus très suspects ressortir de l'immeuble. 2 personnes habillées tout en noir qui ne donnent vraiment, mais alors vraiment pas confiance et qui repartent avec plusieurs cartons. Et ces cartons sont assez familiers pour Suzanne qui explique qu'ils ressemblent étrangement aux colis qu'elle stockait chez elle. Elle et son père vont donc attendre plusieurs minutes pour s'assurer qu'ils partent bien d'ici avant de rentrer dans l'immeuble. Une fois partis, Suzanne et son père rentrent dans le bâtiment sans pouvoir même s'imaginer de ce qu'ils vont vivre. Car oui, arrivés en haut de l'immeuble, Suzanne et son père vont rentrer dans l'appartement et découvrir premièrement que les colis ne sont plus là, mais aussi que son appartement est tout retourné. Son canapé fraîchement acheté est déchiré comme si on l'avait ouvert avec un coup de couteau, le frigo est renversé, bref, l'appartement est dans un état catastrophique. Alors vous l'aurez compris, il n'y a plus rien à récupérer pour Suzanne qui va alors faire des photos pour porter plainte à la gendarmerie. Suzanne va alors tout raconter à la police, les colis de son propriétaire, son cambriolage, si on peut appeler ça comme ça, mais voilà, elle va tout dire. Alors première chose, Suzanne va réussir à obtenir gain de cause avec l'assurance et se faire rembourser une bonne partie de ses affaires. Cependant, et là où c'est chaud, c'est qu'au vu de son appartement, c'est probablement un vol de matériel et de substances illégales qui a lieu dans l'appartement. Ça, on est d'accord. Et en effet, pour les policiers, l'ancien propriétaire qui habitait là devait être visé. Et c'est pourquoi les personnes qui se sont infiltrées dans l'appartement ont retourné l'appartement dans le possible espoir de retrouver de l'argent caché ou autre.
D'ailleurs, Suzanne se sent très chanceuse d'être partie de cet appartement à ce moment-là, enfin avant. Car qui sait ce qui se serait passé si elle était encore là au moment des faits. Et dernière chose aussi particulière, le propriétaire, enfin l'ancien propriétaire désormais de Suzanne, n'a jamais été retrouvé. Suzanne explique qu'elle n'a jamais été recontactée et qu'elle est persuadée qu'il s'est soit barré très loin, soit qu'il a tout simplement disparu et qu'il n'est plus en vie. Bref, elle n'en sait pas plus et elle veut pas savoir. En tout cas, c'est ainsi que se termine cette deuxième histoire, un peu plus longue que d'habitude. Et j'espère que vous avez kiffé. Pour cette histoire, on va parler d'un truc que j'ai rarement fait dans ma vie, c'est-à-dire le covoiturage. Alors levez la main qui a déjà fait du covoiturage. Bon, merci, mais je vous vois pas. Pourtant, j'aimerais bien. Bon, accrochez-vous, car pour cette histoire, on va parler de Clara. Clara, c'est une femme de 32 ans qui bosse dans l'événementiel, et plus particulièrement dans l'événementiel sportif. Elle travaille notamment dans l'organisation en été du Tour de France. Et comme je suis un papy qui aime bien le cyclisme, eh bien je vous le partage. Même si ça n'a aucun rapport bien sûr avec l'histoire qu'a vécue Clara. Clara du coup pour ses projets, elle favorise davantage le covoiturage plutôt que le train. Elle explique qu'avec toutes les grèves régulières des trains, elle veut éviter de toujours perdre du temps et de l'argent. Et j'avoue, pas bête, car avec le covoit, t'as rarement de retard. En plus, Clara se caractérise comme quelqu'un de sociable et de pragmatique, ce qui fait qu'elle apprécie les trajets en covoit, le fait de parler, etc. Ça lui permet de faire de belles rencontres intéressantes, d'échanger et de passer un bon moment. Un soir, après une longue journée de travail, Clara doit rejoindre une ville à plusieurs kilomètres de chez elle pour un événement le lendemain matin. Elle s'est organisée et a réservé un covoit pour y être le soir même et se lever le matin sur place. Ça lui évitera de se lever à 4-5 heures du matin, donc je comprends. Le sommeil, c'est important. Et lorsqu'elle a réservé son covoit, elle a bien fait attention, comme toujours, au conducteur. Et là, pour le coup, 4,8 étoiles, 150 trajets, un profil impeccable, donc parfait. Mais ce qu'elle pensait être un simple trajet va prendre une tournure qu'elle n'oubliera jamais. Clara a alors rendez-vous à 19h30. Elle a rendez-vous sur un parking dédié au covoiturage. Elle dépose donc sa voiture sur le parking, puis se rend compte qu'une autre voiture est située juste à côté. Naturellement, Clara sort de sa voiture et demande si c'est bien le conducteur du covoit. Et là, elle est donc face à un jeune homme de 19 ans qui lui explique que non, lui, il est aussi là pour attendre un covoit. Et en discutant, ils se rendent compte assez rapidement qu'ils attendent le même chauffeur, si on peut dire ça comme ça. Clara discute en attendant avec ce jeune homme de 19 ans qui se présente en tant qu'Alexandre. Clara explique qu'ils vont échanger quelques banalités avant de voir arriver une troisième voiture. La voiture s'approche de Clara et d'Alexandre et la vitre se baisse. Clara demande alors direct si c'est bien Marc pour le covoiturage et ce dernier répond « Oui, allez-y, montez ». Ok, Clara et Alexandre rentrent alors dans la voiture, Clara est devant et Alexandre derrière. Marc demande alors l'adresse de destination exacte de Clara pour le mettre sur son GPS. Ils font ça et puis c'est parti. Tout semble a priori bien normal pour Clara à ce moment-là. La voiture est propre, il y a de la musique douce et puis l'ambiance entre Clara, Marc et Alexandre est plutôt bonne. Tous échangent sur ce qu'ils vont faire dans les prochains jours. L'ambiance est détendue, chacun parle de son parcours et Clara se dit qu'elle a encore eu de la chance avec son covoiturage. Faut pas parler trop vite Clara non plus. En fait, après plusieurs minutes à covoiturer, Clara distingue quelques signes étranges. Marc qui conduit la voiture décroche un appel téléphonique et donc téléphone au volant. Et ça pour le coup, Clara elle explique que c'est assez rare de voir quelqu'un prendre son téléphone au volant pendant un covoit. Et on parle pas d'un appel avec kit main libre, mais non, Marc a bien une main sur le volant et une main qui tient son téléphone. Ce qui est, oui, j'avoue, assez dangereux. Clara, elle, ça la refroidit, car Marc ne fait peut-être pas exprès, mais il met tout de même leur vie en danger, en quelque sorte. Bref, et c'est pas tout. Clara n'entend pas grand chose de l'appel de Marc, mais elle sent que le ton est tendu, presque agressif entre Marc et l'interlocuteur. Et puis lorsque Marc va raccrocher, il reprend pas la conversation et semble assez préoccupé. Et ça met une ambiance bien moins sympa qu'au début. Alors sans pour autant que ce soit horrible à vivre, bien entendu. Quelques kilomètres plus tard, Clara surprend Marc en train de modifier l'itinéraire sur son tableau de bord, et ça, sans la prévenir. La route principale est donc abandonnée quelques minutes plus tard au profit de petites rues mal éclairées. Clara se penche donc pour vérifier l'application et effectivement l'itinéraire ne correspond pas du tout à celui indiqué. En clair, ils ne vont plus du tout dans la même direction. Elle hésite à dire quelque chose, mais comme Alexandre qui est derrière ne dit rien, elle explique qu'elle n'ose pas faire de remarques et qu'encore aujourd'hui, elle le regrette. Et surtout, Clara remarque qu'ils regardent souvent dans le rétroviseur, comme pour vérifier s'ils sont pas suivis. Alors c'est peut-être juste un pressentiment pour Clara qui commence vraiment à pas être bien. Et alors qu'au début on était sur l'autoroute, puis des routes nationales après changement d'itinéraire, Clara, Alexandre et Marc sont désormais sur des routes de campagne. C'est très peu éclairé et ça a le don d'alerter Alexandre. Alexandre va aussi regarder son téléphone et dire à haute voix « Écoute Marc, je comprends pas, j'ai l'impression qu'on va pas dans la bonne direction. » Et à cet instant, Marc regarde via le rétroviseur Alexandre mais ne répond pas. Le fait qu'Alexandre ait parlé de ça, ça rassure un peu Clara et elle indique que clairement, on n'est pas du tout sur la bonne route, effectivement.
Marc va alors prendre la parole et dire qu'il doit faire un petit détour pour récupérer un 4e passager. Ok, ouf de soulagement pour Clara, qui comprend bien mieux pourquoi on n'est plus sur l'autoroute. Mais elle explique à Marc qu'il aurait pu lui dire un peu plus tôt pour les avertir, ça fait pas de mal. Sauf que même là, Marc, au lieu d'être sympa et de bien parler comme au début, il va continuer à être silencieux. Clara va ensuite remarquer des lumières de voiture derrière elle. Voyez comme si la voiture derrière faisait un appel de phare à Marc. Quelques minutes plus tard, Marc s'arrête brutalement sur le bord d'une route dans un petit village. Il coupe alors le moteur et va simplement dire « Bon, petite pause, le 4e passager est pas loin ». Il sort alors de la voiture en laissant les clés sur le tableau de bord. Clara et Alexandre échangent un regard un peu paniqué et intrigué. Car oui, dans leur tête, ils se demandent si c'est pas un traquenard qui est en train de se passer. Et Clara explique qu'à ce moment-là, même si elle connaît peu Alexandre, elle a confiance en lui. Et surtout, elle se dit qu'il est plus jeune et qu'elle se doit même de protéger si besoin. Et là, il y a un truc bizarre pour Clara et Alexandre. En effet, la voiture qui a fait un appel de phare quelques minutes auparavant, elle est bien garée juste derrière eux. Sauf que plusieurs minutes vont se passer alors que Marc et le conducteur ou la conductrice de cette seconde voiture parlent toujours entre eux. Et c'est bizarre car Marc a indiqué que cette personne c'était le 4e passager. Alors pourquoi, selon Clara, ne monte-t-il pas à bord de la voiture? Pourquoi le conducteur de la seconde voiture n'éteint pas son moteur et monte dans leur voiture? Tout ça laisse Clara et Alexandre perplexes. Alors Clara va alors regarder Alexandre dans les yeux et sans réfléchir, les deux vont dire « on se casse ». C'est alors que Clara et Alexandre vont sortir de la voiture et courir à toute allure en direction opposée de Marc. En courant, Clara explique avoir entendu Marc hurler après eux pendant de longues minutes. Clara et Alexandre ne savaient pas où aller, mais peu importe. Ils sont quand même poursuivis par Marc et peut-être une seconde personne, donc pas le temps de s'arrêter. Clara et Alexandre vont leur tomber sur un petit restaurant encore ouvert. Ils vont leur demander de se réfugier là-bas en leur expliquant qu'ils ont potentiellement été attirés dans un piège. Et c'est alors le début d'un nouveau thread d'horreur pour les propriétaires du restaurant. Clara et Alexandre vont alors pouvoir contacter la police pour signaler ce qui vient de se passer. Et attendez car la fin est assez troublante. En fait, la police va malheureusement faire tout ce qu'elle peut, mais on va pas se le cacher, les informations sont maigres et encore une fois pas du tout suffisantes pour faire quelque chose. Oui, hormis le modèle de voiture et la description de Marc, c'est pas suffisant pour l'arrêter en pleine soirée alors qu'on est en campagne et qu'il fait noir partout. C'est alors que Clara et Alexandre vont alors atteindre la fin du service du restaurant pour être reconduits par les propriétaires à leur destination. Alors, c'est super sympa de la part des propriétaires du restaurant, nous explique Clara, et vraiment, je pense que peu de gens feraient ça, en pleine nuit en tout cas, je pense qu'elle est vraiment bien tombée. Du coup, Clara et Alexandre vont attendre 2 heures avant la fin du service, et Clara explique qu'ils vont même aider les propriétaires du resto à ranger car ils leur doivent bien ça. Bref, nos deux protagonistes n'auront donc plus aucune nouvelle ce soir-là de Marc ou du supposé conducteur. Ils vont être conduits comme promis à leur destination initiale par les propriétaires du restaurant, mais attendez. En arrivant à la destination bien plus tard dans la nuit à sa chambre d'hôtel, Clara se retrouve désormais seule. Avant de s'endormir, elle consulte ses emails et remarque un mail très étrange. Cet email c'est celui de Marc, indiquant à 19h48 « Salut Clara, je t'ai attendu au lieu de rendez-vous, mais malheureusement comme tu n'étais pas présente, je suis parti. » Clara, elle fronce ses sourcils, elle essaie de comprendre, puis se pose une question laissée sans réponse. Et si elle et Alexandre étaient effectivement montés dans une voiture qui passait par là et qu'en effet ils ont loupé le vrai Marc, le vrai conducteur du covoiturage? C'est une question qu'elle s'est posée directement et vous savez quoi, elle a eu raison. En réalité, elle a appris plus tard que le Marc existe bel et bien et qui ressemble pas du tout au chauffeur qu'ils ont eu avec Alexandre ce soir-là. Bon, levez la main ceux qui veulent faire du covoit la prochaine fois. Allez, bisous. Bon, sans plus attendre, on enchaîne avec une 4e histoire. Alors, pour cette 4e histoire, je vous le dis d'avance, vous n'êtes pas prêts. Surtout si vous avez des enfants. Pour ce thread d'horreur, on va parler de Sophie, une jeune femme bien sur tout rapport. Enfin, ça c'est ce qu'elle met. C'est une assistante maternelle qui exerce depuis 8 ans maintenant et qui a récemment obtenu une place dans une garderie de quartier. Une crèche, si vous préférez. Elle explique que c'est un quartier tranquille et qu'elle apprécie travailler là-bas. Les collègues, les parents et les enfants sont sympas, donc contexte très positif pour Sophie, pour l'instant. Sophie explique qu'elle travaille toujours en semaine depuis qu'elle a commencé dans cette garderie. Et son contrat est prévu comme ça, donc jusque-là rien d'anormal. Sauf qu'un vendredi après-midi, quelques heures avant de finir sa semaine, sa journée, sa responsable lui demande si elle pourra, exceptionnellement, remplacer une collègue absente le samedi matin. Car oui, malgré que Sophie bosse exclusivement en semaine, petit à petit, elle va tourner avec ses collègues et s'occuper des samedis matins. C'est prévu comme ça. Les samedis matins, de ce qu'elle sait, c'est vraiment plus calme. Il y a beaucoup moins d'enfants et la journée dure jusque 13 heures. Je pense que c'est fait essentiellement pour les métiers de commercial, de banquier, etc. Bref, Sophie elle accepte sans problème malgré le fait qu'elle pensait être en week-end dans quelques heures. Et ça j'avoue, ça fout les boules. Bref, la journée du vendredi se termine et vient donc le samedi, le premier samedi de travail de Sophie qui va se dérouler normalement.
Enfin, normalement, on verra bien. Il n'y a que 4 enfants, ils sont en train de jouer et jusque là tout se passe pour le mieux. Sauf qu'en rangeant un petit peu la salle de jeu, Sophie remarque un placard entrouvert. Ce qui pour le coup est assez inhabituel car d'habitude il est toujours fermé à clé. Sophie explique que depuis qu'elle travaille là, elle n'a jamais, mais alors jamais vu ce placard ouvert. Et donc intriguée, elle va voir ce qu'il contient. En ouvrant le placard, Sophie découvre de vieilles choses. Des vieux balais, des vieilles serpillières, bref, des trucs un peu abandonnés. Sauf qu'elle va voir une boîte tout aussi ancienne posée sur le bas-côté. Elle ouvre donc la boîte et à première vue, ça semble des objets oubliés car il y a simplement une paire de lunettes cassées, un cahier abîmé ainsi qu'un vieil ours en peluche. Alors Sophie pense clairement que ça appartient à un enfant, donc elle regarde de plus près. Et c'est là qu'elle va découvrir un nom sur l'étiquette de la peluche. Antoine. Voilà, je vous le dis, il écrit le prénom d'Antoine sur la peluche. Sophie met donc ça sur le côté en disant qu'elle en parlera à ses collègues lundi. Je rappelle que là, elle est toute seule dans la garderie, on sait jamais si vous êtes endormi. Bref, Sophie, elle sait qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter d'une vieille boîte dans un placard. Du coup, elle oublie tout ça et se concentre sur ce qu'elle doit faire avec les enfants. Et c'est normal. Les minutes passent, les heures passent et on arrive en fin de matinée. Il ne reste plus que 2 heures avant que les parents viennent chercher les 4 enfants. Et c'est à ce moment-là que Sophie aperçoit un camion rouge sur le tapis de jeu. Et ça pourrait être un simple jouet, un simple camion rouge. Mais non. Ce camion rouge, malgré le fait que Sophie ne travaille pas là-bas depuis longtemps, elle ne l'a jamais vu. Elle va alors demander aux 4 enfants si l'un d'entre eux a ramené un jouet de chez lui. Et en effet, c'est ce qui est le plus probable. Sauf que non. Les 4 enfants indiquent qu'ils n'ont jamais vu ce petit camion rouge et Sophie dit que c'est pas grave et qu'après tout, c'est peut-être juste un jouet qui était bien caché et c'est possible que oui, elle ne l'a jamais vu auparavant, après tout. Bon, petite pause car ce que je m'apprête à vous révéler, c'est assez ouf, donc préparez-vous. Vient donc du coup le moment où les parents arrivent et récupèrent leurs enfants. 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, il reste plus donc qu'un enfant avant qu'elle puisse tout ranger et enfin être en week-end. Sophie explique que ça sonne à l'entrée de la garderie et c'est forcément le parent du dernier enfant qu'elle amène avec ses affaires à l'entrée. Sophie explique alors qu'elle va discuter quelques minutes avec le papa, venu chercher son enfant, et qu'ensuite elle va rentrer pour tout ranger. Sauf que lorsqu'elle arrive dans la pièce de jeu pour ranger, elle va se rendre compte que le camion rouge est toujours là. Normal, elle l'a pas rangé juste avant. Sauf que l'ours en peluche, celui avec l'étiquette du nom d'Antoine, est posé juste à côté. Sophie ne comprend pas comment cette peluche a pu atterrir là alors qu'elle était dans une boîte quelques minutes auparavant. Elle explique qu'elle se sent pas vraiment serein à ce moment-là, donc elle décide de les prendre et de les ranger dans la boîte puis partir d'ici. Et en passant, elle a hâte de parler de ça lundi pour savoir à qui appartiennent ces objets. Mais Sophie, lorsqu'elle va prendre le camion, elle va se rendre compte qu'en dessous du camion, il y a une feuille scotchée. Une feuille scotchée, c'est étrange et ça pousse donc Sophie à regarder ce qui est écrit dessus. Antoine. De nouveau, il est écrit le prénom Antoine, ce qui montre un lien direct entre la peluche, le petit camion rouge. Sophie va donc alors faire des recherches sur son ordinateur et rechercher des informations à propos d'un enfant s'appelant Antoine. Il doit forcément y avoir quelque chose à ce sujet. Mais non, rien. Sophie a beau faire toutes les recherches du monde, elle ne trouve rien. Sophie va donc repartir de la garderie et passer son week-end en compagnie de son chéri. Elle explique que durant tout le week-end, elle va se poser constamment des questions sur cette peluche et ce petit camion rouge. Elle va tellement y penser que dans la nuit de samedi à dimanche et de dimanche à lundi, elle va voir un petit camion rouge et la même peluche. Je parle dans ses rêves, bien entendu. Ça devient vraiment du coup troublant pour Sophie qui n'a aucune explication. On arrive donc lundi. Sophie arrive au travail et en profite pour discuter très vite avec ses 2 collègues. Elle en parle et l'une d'entre elles ne sait absolument rien au sujet d'un petit Antoine qui avait une peluche et un petit camion rouge. Sauf que son autre collègue, plus âgé et qui est là depuis des années déjà, explique qu'il y a déjà eu un Antoine effectivement dans cette garderie il y a quelques années. Et ce que Sophie va apprendre va lui donner froid dans le dos. En fait, Antoine, c'est un enfant qui était inscrit à cette garderie il y a 9 ans et effectivement il y avait une peluche avec une étiquette à son nom. Il jouait également tout le temps avec un petit camion rouge. Sauf que l'histoire d'Antoine, elle est tragique. En effet, le petit Antoine a vécu une dans la garderie alors qu'il n'avait que 14 mois. Et la collègue de Sophie explique que ça a été horrible de voir ça et qu'elle ne savait même pas que ses affaires avaient été gardées. Pour elle, les affaires ont été rendues à la famille et c'est tout. Elle n'a jamais vu cette peluche ni ce petit camion rouge depuis à la garderie. Et en cherchant avec sa collègue, impossible pour Sophie de mettre la main sur la peluche et le petit camion rouge. Et ça semble improbable pour Sophie qui les avait rangés avec l'ensemble des autres jouets. Et Sophie, à la fin de son thread, nous explique qu'elle ne sait pas comment ni pourquoi elle a vu les jouets de ce petit garçon ce samedi-là, alors qu'ils sont introuvables depuis ce lundi qui a suivi. Et pire encore, elle explique que depuis ces faits, il lui arrive constamment de rêver d'un petit ours en peluche et d'un petit camion rouge. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Bon, fin de cette 4e histoire les amis, je vais enchaîner tout de suite avec la 5e, mais n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé, et vous pouvez le faire pour chaque histoire, je réponds à tous les commentaires.
Et nous voici pour la 5e et dernière histoire de ce Thread Horror, de cet épisode Thread Horror avant la semaine prochaine. Et c'est parti avec l'histoire de Léa, 17 ans, qui part en voyage avec sa famille. Et plus précisément avec ses parents, son oncle accompagné de sa tante et de ses 3 cousins-cousines âgés de 9 à 19 ans. Léa étant fille unique, elle adore quand elle part en vacances avec ses cousins-cousines. Et en plus, ils ne partent pas n'importe où, ils partent en Crète pour 3 semaines. Au programme pour leurs vacances, repos, excursions, bateaux et activités en plein air. Pour le coup, les cousins adorent leurs vacances, surtout que leur logement, c'est une folie. Leur logement est en forme de U, divisé en 2, avec une aile pour les 4 cousins-cousines du coup, et une aile pour les parents. Avec entre les 2 ailes, le salon cuisine et la piscine privée. Presque toute la maison est faite de baies vitrées et la maison est entourée de verdure. Bref, vraiment une maison luxueuse et superbe, et en plus de ça, ils ont l'impression d'avoir leur indépendance. Et ça, ils adorent. Bref, les vacances se passent très bien et les 2 couples de parents décident de se faire une soirée entre adultes le dernier vendredi de leur séjour. Et pour que leurs enfants profitent eux aussi de leur soirée, ils leur donnent la permission d'aller dans la ville d'à côté pour se chercher des pizzas. À condition bien entendu que Léa et sa cousine de 19 ans, Audrey, fassent très attention aux 2 autres petits. Les parents leur donnent donc de l'argent de poche et les laissent se rendre à la pizzeria qui se trouve à une dizaine de minutes de marche le long de la côte. Pas mal comme promenade pour aller chercher une pizza. L'allée se passe sans encombre et ils connaissent bien le chemin, ils l'ont déjà fait 2 fois avec leurs parents. Donc ils longent la côte, il y a du monde car je le rappelle on est vendredi soir, puis ils arrivent à la pizzeria. Ils commandent et s'installent tranquillement sur la plage pour manger. Ils sont contents de se retrouver rien qu'entre eux sur la plage, ils mangent et s'amusent. Bref, ils se disent qu'ils ont quand même de la chance et c'est vrai. Puis finalement, après avoir fini leur pizza et s'être amusés une bonne demi-heure sur la plage, ils reprennent la route en sens inverse. Sur la moitié du trajet, Léa remarque qu'un homme se trouve derrière eux depuis la pizzeria et qui semble ne pas vouloir les dépasser. Léa trouve ça tout de même un peu étrange, donc elle en parle à Audrey, sa cousine, sa plus grande cousine, et celle-ci lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'elle est certainement parano. Elle dit qu'il y a du monde sur le chemin et que tout le monde pavane, donc c'est normal. Mais Léa, elle se sent pas totalement rassurée par Audrey, donc elle observe du coin de l'œil le monsieur. Après tout, Léa et Audrey, ils ont 2 plus petits enfants à garder entre guillemets, donc faut faire attention. Et après 100 mètres, l'homme se retrouve toujours derrière eux. Léa décide alors de faire ralentir le groupe en prétextant l'envie d'aller dans un magasin de souvenirs sur la route. Elle se dit que comme ça, il pourra les dépasser et elle sera rassurée. Elle profite d'être dans le magasin pour observer l'homme de façon discrète. Et elle nous le décrit comme quelqu'un de plutôt banal et surtout, elle le voit dépasser le magasin et continuer sa route. Et ça, c'est une bonne chose. Léa est alors rassurée. Maintenant que l'homme les a dépassés, Léa fait part à Audrey qu'elle a sûrement eu raison et qu'elle s'est sûrement monté la tête. Cette personne, c'était juste quelqu'un qui flânait et profitait tout comme eux. Donc, ils continuent leur chemin dans la bonne humeur pour leur soirée entre cousins-cousines. Le chemin commence à être de moins en moins fréquenté car ils s'éloignent du centre-ville et arrive le moment pour eux de passer un petit portillon en bois avant de prendre une sorte de couloir qui mène de la rue à leur logement. Et c'est à ce même moment que Léa décide de jeter un dernier coup d'œil derrière eux. Et elle y voit l'homme de tout à l'heure, immobile, regardant dans leur direction à même pas 20 mètres d'eux. Léa commence à avoir peur de le revoir tout à coup et pour n'inquiéter personne, elle presse tout le monde vers le logement, prétextant une envie terrible de faire pipi. Tout le monde s'engouffre donc dans la maison et Léa se sent soulagée quand elle ferme la porte derrière elle. Elle se dit que c'est bon, elle se monte la tête, il ne viendra pas jusque chez eux. Puis le temps passe et entre l'aller-retour pour aller chercher les pizzas ou le fait d'avoir profité de la plage, il commence vraiment à se faire tard. Les 2 plus petits cousins ont dépassé le couvre-feu fixé par les parents, donc Léa et Audrey les mettent finalement au lit. Et Léa avoue qu'elles le font sans grande difficulté parce qu'ils sont vraiment fatigués. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Léa de se mettre en pyjama dans sa chambre, quand elle remarque soudain une ombre qui passe devant sa baie vitrée. Elle pense tout d'abord que c'est Audrey, qui veut simplement profiter une dernière fois de la piscine. Quand au même moment, elle entend Audrey hurler au niveau du salon. Elle s'y précipite alors et remarque que l'homme est là, devant la fenêtre du salon, à les regarder toutes les 2. Léa et Audrey lui hurlent dessus et celui-ci ricane. Il se dirige vers la baie vitrée et essaye de l'ouvrir. Alors heureusement que les parents ont toujours le réflexe de fermer toutes les fenêtres et les baies vitrées et surtout qu'Audrey n'est pas encore partie se baigner. Cet homme reste du coup devant la fenêtre et clairement il se dénude devant elle. Les filles continuent de crier, lui hurlant de partir sinon elles appellent la police. Audrey se précipitant sur son téléphone qui se trouve dans le salon. Mais Léa pense qu'elle et Audrey ont tellement crié fort que cela a comme réveillé leurs 2 cousins mais aussi les maisons aux alentours. Car il y a des lumières chez les voisins qui se sont allumées et l'homme, voyant justement qu'il y a du monde qui commence à allumer les lumières chez eux, il va prendre la fuite et disparaître. Les cousins-cousines ont finalement appelé les parents qui ont tout de suite rappliqué au logement et se sont occupés de raconter tout ça au propriétaire du logement. En attendant, ils ont été relogés dans un hôtel les 2 derniers soirs qui leur restaient.
Léa n'a jamais su qui était cet homme, ni s'il avait été interpellé ou attrapé. Mais Léa a appris que le propriétaire avait mis des caméras de surveillance un peu partout et mis une vraie porte d'entrée plus difficile à escalader, et qu'à ce jour, il n'y a jamais eu d'autres problèmes. Et voilà, c'en est fini pour ces 5 histoires et j'espère que vous avez juste kiffé. Si jamais vous avez quelques secondes, mettez un like, un petit commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi maintenant je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Perfect.